L'énergie, elle est au cœur de toute l'activité économique et de l'organisation des sociétés. Et tout à l'heure, vous citiez M. Jérémy Rifkin. Moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, en dehors des propositions dans son livre sur la troisième révolution industrielle, c'est le lien qu'il fait entre le mode de communication et le mode énergétique au cours de l'histoire. C'est-à-dire le charbon et livre, puisqu'on est encore à l'époque de l'écrit et de la diffusion de l'écrit. Ensuite, électricité et communication, puisque c'est l'époque du téléphone, du télégramme, etc., du télégraphe, et voir comment tout ça, l'un et l'autre, l'énergie, le mode de communication, modèle une société. Et là, on voit bien, si on applique la même chose, la même idée à notre période contemporaine, on voit bien le bouleversement que nous avons avec, d'une part, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, et d'autre part, le changement énergétique, auquel, évidemment, nous allons passer. Voilà, donc effectivement, c'est au cœur de tout. Et sur le sujet économie-écologie, je dirais que c'est un sujet, comme toi, Serge, sur lequel je travaille depuis des décennies, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler que c'était mon anniversaire hier. Les années 50, ça fait un paquet de décennies. Donc c'est un sujet sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler depuis très très longtemps, économie et écologie. Et j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui c'est quasiment le même sujet. Sauf que y en a qui ne l'ont pas compris. Certains dans le monde économique et certains dans le monde écologique. Mais l'avenir, c'est l'un et l'autre, incontestablement, parce qu'il ne peut plus y avoir d'économie sans que la question des ressources et de l'impact, y compris des économies externes, soit prise en compte, et il ne peut pas y avoir d'écologie indépendamment du système économique et des technologies qui peuvent précisément amener à des mutations, y compris d'organisation sociétale. Donc l'un marche avec l'autre. Alors, tu me demandes de m'exprimer sur la loi sur la transition énergétique et sur le post-COP21. Je dirais d'abord que je partage totalement avec toi l'idée que ça a été un grand succès diplomatique. Bon, ceci dit, on est tous d'accord pour dire que pour le moment, ça bouleverse. Comme aurait dit mon vieux prof de français latin grec, ça ne bouleversifie pas le système. C'est-à-dire que les engagements non contraignants qui ont été pris nous amènent certainement pas à 1,5 degré et pas davantage à 2 degrés. On est plutôt autour de 3 ou 3,5 degrés pour l'instant. Et encore, c'est des engagements qui n'engagent que ceux qui veulent bien les tenir. Donc on voit bien le travail qui reste à faire. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qui s'est passé. C'est le virage du monde économique et financier. Et celui-là, il existe. Alors c'est un gros paquebot, ça va mettre beaucoup de temps, mais il y a un virage qui s'est fait. Il y a un virage qui s'est fait qui est lié. Alors, ce que je vais dire là doit être nuancé à cause de la question du prix du baril de pétrole, qui est en train quand même de gêner considérablement toute l'évolution dont nous parlons. On pourra peut-être revenir sur ce sujet. Donc cette évolution, elle est liée tout d'abord à une évolution considérable dans les coûts. C'est-à-dire que ce qui n'était pas rentable l'est devenu. Ça, c'est la première observation. Et donc, le regard que pouvait avoir le monde économique sur le renouvelable a changé. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si l'année dernière, 90% des investissements énergétiques qui ont été faits dans le monde l'ont été dans les renouvelables. Et que l'on assiste depuis 2 ans maintenant à une augmentation dans le photovoltaïque, dans le solaire, de l'ordre de 35% de l'an. Je ne sais pas si je partage ces chiffres ou non. Voilà, donc c'est tout à fait considérable, même si on part de très bas, donc ça peut, en valeur absolue, ne pas faire encore beaucoup à l'échelle planétaire, il n'empêche que c'est une progression absolument considérable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le monde financier commence à prendre en considération le risque, ce qu'on appelle le risque carbone. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau. Alors, ça s'apprécie, je dirais, à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il est à la fois économique et communicationnel, si je puis dire, c'est la mauvaise image du charbon. Et donc, ce que l'on appelle le mouvement de désinvestissement, c'est-à-dire le fait que
l'opinion publique considère de plus en plus mal les investissements faits dans le charbon, et par voie de conséquence, un certain nombre d'organismes bancaires ou de grands fonds, je pense par exemple aux fonds norvégiens, ont décidé de ne plus investir dans le charbon. Donc ça, c'est un élément. Pour l'instant, ça concerne que le charbon, ça ne concerne pas le pétrole, le gaz ou les schistes bitumineux, même si j'ouvre une parenthèse, ce qui s'est passé, les incendies de l'Alberta ne sont peut-être pas tout à fait neutres sur l'évolution de la question des sables bitumineux. Je ferme la parenthèse. C'est une question que je pose. Mais personnellement, ça m'a interpellée cette affaire-là. Parce que l'Alberta, c'est quand même la patrie des sables bitumineux. La ville qui a brûlé en totalité, c'était une ville champignon créée pour l'exploitation des sables bitumineux. Ces sables bitumineux nécessitent une quantité d'eau absolument astronomique, donc toute l'eau a été pompée. Donc ça explique aussi une partie des difficultés qui ont été rencontrées. Des zones entières ont été déboisées, ce qui permet effectivement une propagation beaucoup plus rapide du feu. Et même si les installations pétrolières, ou la plupart d'entre elles, n'ont pas été touchées par l'incendie, c'était maîtrisé avant, je pense que ce qui s'est passé là est un traumatisme considérable et pour l'Alberta et pour le Canada. Et donc, peut-être que ça ne changera rien, mais peut-être que ça changera quelque chose. Je ne sais pas. C'est en tout cas une question, à mon avis, qui mérite d'être posée. Donc, j'en reviens à la finance. Il y a cet élément-là, et d'autre part, le fait que dans les investissements, l'exposition d'une entreprise au risque carbone est désormais un élément qui est pris en compte. Je préside une petite association qui s'appelle To The Grey Investing, peut-être certains d'entre vous la connaissent, qui fait des études. Alors on a un siège à Paris, un siège à New York, et c'est un organisme d'études non lucratif qui fait des études précisément sur la manière d'intégrer le risque carbone. Et il est très intéressant de voir la manière dont ce sujet-là est en train de se propager, mais de manière extrêmement rapide dans les milieux financiers, parce que tout simplement, investir peut n'être pas rentable à terme si on investit dans un projet ou une entreprise qui est exposée largement au risque carbone. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et lourd de conséquences. Alors maintenant sur la question française, parce que je ne veux pas être trop longue, puisque ce qui est important, c'est l'échange que nous pourrons avoir. La loi sur la transition énergétique comporte incontestablement des éléments qui sont intéressants, que ce soit sur le domaine de l'économie circulaire, sur le domaine de la construction, même si les lois Grenelle avaient déjà des éléments très importants là-dessus. C'est pas la solution quand même. Et sur les énergies renouvelables. Je dirais que cette loi me pose deux questions, m'interpelle sur deux points. D'abord, la cohérence économique de l'ensemble. Autrement dit, comment est-ce que ça marche réellement? Je veux dire par là que d'afficher des objectifs et de ne pas avoir derrière les moyens financiers, les moyens juridiques pour les mener à bien, pose problème. Et pose d'autant plus problème que dans la réalité, on peut voir poindre un certain nombre de contradictions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que nous avons un problème financier majeur sur les bras de financement de tout cela. De financement de la transition et de financement également de ce que nous avons, c'est-à-dire notre parc nucléaire, pour parler français. Et sans faire participer de manière importante, sous une forme ou sous une autre, je pense plus à l'investisseur qu'à l'usager dans ce que je suis en train de dire, mais je vise le même, vous et moi, les citoyens, à un programme absolument massif de transformation énergétique dans les 20 ou 30 ans qui viennent. Je ne sais pas comment on va faire. Je vois mal comment on va faire. Quel que soit le choix, que le choix soit de maintenir un niveau nucléaire très élevé ou que le choix soit de basculer beaucoup plus et plus rapidement dans le renouvelable, de toute façon, c'est des investissements absolument colossaux que l'État n'a pas les moyens de faire. Donc, qui peut les faire? L'épargne française. L'épargne française est importante. Ça veut donc dire
que les citoyens doivent être appelés à y participer. Oui, mais sous quelle forme? Et comment? Et comment est-ce qu'on crée un projet autour de cela? Alors je sais que beaucoup n'apprécient pas du tout le modèle allemand, c'est pas mon cas, et j'assume. Je pense que le modèle allemand au niveau du financement du renouvelable, de ce qu'ils ont fait en termes de renouvelable, est très intéressant. Parce que précisément, ils ont fait participer les citoyens et les collectivités locales par du tiers financement, il n'y a pas de miracle, hein, par un tiers financement intelligent. Alors, je ne sais pas s'il faut faire la même chose chez nous, on peut en discuter, mais très franchement, je pense que tout ce qu'on est en train de dire et d'écrire, quand je dis d'écrire, c'est pour le législateur, se heurte à la barrière incontestable et parfaitement réaliste du financement. Voilà, donc j'ai pas forcément la réponse. Alors je terminerai avec ça, dans le rapport qu'on avait remis à Ségolène Royal, on avait fait une proposition. C'est une proposition que j'avais déjà faite en 2011, qui est de créer un fonds de remédiation. Alors ce fonds de remédiation serait un fonds qui serait alimenté par les Français, d'autres qui voudraient y investir, avec une particularité, c'est que les sommes qui seraient bloquées pendant 30 ans, et la contrepartie, ce ne serait pas le droit de succession. C'est-à-dire que l'on raisonnerait par analogie avec la forêt, en considérant qu'on investit pour le long terme, parce que 30 ans c'est vraiment le long terme, et que par voie de conséquence, c'est en quelque sorte un investissement fait au profit des générations futures. Et investissement fait au profit des générations futures, ça veut dire pas de droit de succession. Et je pense que si on avait un système de cette sorte, ça permettrait de drainer pas mal d'argent, et donc de pouvoir l'affecter uniquement, évidemment, c'est pas question, il faudrait des verrous suffisamment puissants pour qu'on soit sûr que ça ne finisse pas, comme nous le savons l'un et l'autre, dans le puissant fond du budget de l'État. Donc il faudrait un système extrêmement rigoureux de verrouillage pour que ça aille vraiment uniquement à la question du financement de la transition énergétique. Mais ça se fait, mais par la loi, ça peut se faire, hein, c'est pas du tout impossible. Et là, je pense qu'on aurait un levier tout à fait considérable qui pourrait permettre de trouver des solutions. Voilà, mais je pense qu'il faut qu'on imagine un peu des choses nouvelles, parce que sinon, je ne sais pas comment on finance ce système. Voilà, pour la France. Merci beaucoup.